Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remis cet après-midi les couleurs nationales aux Aigles du Mali. Occasion pour le premier supporter des Aigles de rassurer les jeunes de Éric Sékou-Chel et de leur faire savoir que la remise du drapeau national leur engage comme combattants du ballon rond. La reprise du trafic ferroviaire, le renforcement du centre de dialyse de l'hôpital régional de Caille, la relance des activités de la Comatex, la construction de la route Banankoro-Djoro dans la région de Ségou, des actions phares réalisées courant 2023 par les autorités de la transition. Dans ce journal-là, nous ferons un regard rétrospectif sur les visites qui ont abouti à ces réalisations. Les travaux du chantier de l'hôpital militaire de Banankoroni sont exécutés à hauteur de 80%. Le constat a été fait aujourd'hui lors d'une visite ministérielle. Le niveau d'exécution des travaux du chantier de la tour de l'ORTM est également satisfaisant. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et le secrétaire général de l'UNTM viennent d'effectuer une visite sur le site. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Remise ce jeudi du drapeau par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, aux Aigles avant leur départ à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. L'emblème national, à savoir le drapeau, a été fièrement remis au capitaine des Aigles, Amari Traoré. Occasion pour le président de la transition, premier supporter des Aigles, de rassurer les jeunes de Éric Sékou-Chel. Nous allons revenir sur ce reportage, sur bien sûr cette cérémonie au cours de ce journal avec Aridjouma Tina. L'année 2023 a été marquée par la résolution de plusieurs préoccupations majeures des populations. Parmi ces réponses figure la reprise du trafic ferroviaire, le renforcement du centre de dialyse de l'hôpital régional de Caille, la relance des activités de la Comatex, la construction de la route Banankoro-Djoro dans la région de Ségou. Et c'est le président de la transition lui-même qui s'est rendu dans ces régions pour lancer ses activités de développement. Regard rétrospectif sur ces visites avec Ramata Konaté et Karamogo Traoré du bureau régional ORTM Ségou. Ségou, un 13 juin, pas comme les autres. Une mobilisation grandiose au stade Amarindao pour accueillir le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Une mobilisation grandiose à la dimension de l'événement puisque l'homme vient poser des actes majeurs marquant la vie socio-économique de la région, voire du Mali. D'abord, la relance des activités de la Comatex. Cette entreprise, fruit de la coopération sino-malienne, renaît avec ses effets immédiats après 3 ans d'arrêt. Ainsi, on note des emplois sauvegardés, l'économie renforcée, une plus-value apportée au coton malien. Avec Mado Comatex, Jora, Ahmed Félix Rareka. Ala Bargala, Comatex Mali Taïbi. Nous avons fait tout là. O komatasi daeleli o bina kesababu ye mogo bakeleni keme fla nyongona olu bina barasro o komatasi daeleli abina ke jigaye Ségou ma abina ke jigaye Mali ma abina ke jigaye Farafina ma abina ke jigaye dunia ma mun ba to anga jamana abi riba to mina. Ensuite, le lancement des travaux de la route Banangoro-Djoro, longue de 45 km. Une distance certes petite, mais parcourue jadis en 2 heures. L'on comprend aisément la joie, l'allégresse, l'expression de la gratitude des usagers de cette route, tant attendue par la population depuis environ une 60aine d'années. Pour une durée de réalisation de 2 ans, cette infrastructure va coûter au budget national la somme de 23 milliards de francs CFA. Ces travaux sont confiés à l'entreprise EGK. Jamana Jola, Bena Jorodu, Kadamne Dugudona, Fona se président. Ségou Kaw, Aya Jorofa, Akaka Ngo Fulibla Bella. Banagoroni Juru, Usira Damneli Bara, Ananola, Uknesuga Laini Bay, Ala Bargala. Gouvernement ka cɛsiri ani CNT ka cɛsiri la o kɛra o latigɛra bi an bɛ ala fo k'ala barikada.
De la sécurité routière à la sécurité alimentaire, la distribution de plus de 30 000 tonnes de céréales est ainsi lancée pour permettre aux couches vulnérables de bien passer la période de soudure à travers le pays. C'est dans le cadre du Plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 2023. Aussi, une rencontre avec les légitimités traditionnelles, elle-même réhabilitée par le visiteur du jour. Ségou, 4e région administrative du Mali, reçoit ainsi la 4e visite du président de la transition à l'intérieur du pays. Coïncidence ou hasard, dans tous les cas, la satisfaction était au rendez-vous. Même ferveur, même mobilisation grandiose à Caille aussi, qui reçoit le président de la transition 1 mois et 11 jours après Ségou. Assimi Goïta y vient avec en main la solution à plusieurs problèmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports, entre autres. Le train siffle à nouveau. L'axe Bamako-Dakar, à l'arrêt depuis mai 2018, reprend ses droits. Une reprise au bonheur des 15 375 agents de la SOPAFER, Société de patrimoine ferroviaire, et des milliers de riverains. À cela s'ajoute la pose de la première pierre du lycée public de Kaindi, le renforcement du centre d'homodialyse de l'hôpital régional Fousséni Dao, la réhabilitation de la route Kaï-Sandaré sur une distance de 138 km. 87 milliards de francs CFA serviront à ces travaux en vue de faciliter les échanges commerciaux, la circulation des personnes. Aussi, la rencontre avec les légitimités traditionnelles de Caille pour les remercier de leur soutien à la transition. Il s'agissait aussi de leur expliquer la vision du président de la transition pour un Mali uni et émergent. La rencontre a pris fin au gouvernorat avec l'espoir que chaque parti, autorité coutumière et président Assimi Goïta va jouer son rôle pour le Mali. Cette visite présidentielle à Caille a aussi été marquée par des annonces fortes. Amaka dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ dɔgɔtɔrɔso min b'a to n'an ka sɔrɔsiw banana u tɛ taa furakɛ kɛnɛ ma bilen u bɛ furakɛ Mali la yan o dɔgɔtɔrɔso o fana maliyɛn bɛɛ jɛ de o maliyɛn bɛɛ jɛ de maliyɛn maliyɛn na o bɛɛ ye bɛ jamana yiribaliw ko fɔ o dɔgɔtɔrɔso maliyɛn bɛɛ de jɛ don a b'a dilan sɔrɔsiw tɔgɔ la mais bɛɛ de bɛ furakɛ a kɔnɔ. An bɛna usine dɔ jɔ usine b'a fɔ usine d'affinage yɔrɔ bɛ kɛ ka sanu bayɛlɛma parce que sanu tɛ bayɛlɛma Mali la sanu bɛ bɔ Mali la ka taa bayɛlɛma Ghana ani jamana wɛrɛw la. Lycée 10 ani 3 de bɛna jɔ lycée 11 o bɛna jɔ o ye lycée normal ye lycée 2 o ye lycée d'excellence olu bɛna jɔ maintenant lycée d'excellence 2 ninnu minnu bɛna jɔ kelen bɛna jɔ Kati kelen bɛ jɔ Ségou. La rénovation des stades pour plusieurs régions, la construction d'un nouveau stade pour la région de Tombouctou font aussi partie des grands chantiers du président de la transition pour le renouveau du Mali. Remise ce jeudi du drapeau par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État aux Aigles, avant leur départ à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. L'emblème national, à savoir le drapeau, a été fièrement remis au capitaine des Aigles, Amari Traoré. Occasion pour le président de la transition, premier supporter des Aigles, de rassurer les jeunes d'Éric Sekouchel. Le point de la cérémonie avec Aridju Matina. Koulouba ouvre ses portes à l'équipe nationale de football qui s'apprête à prendre part à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Pour accompagner les Aigles, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État premier supporter, remet le drapeau national à la sélection, un moment spécial et solennel. Après l'exécution de l'hymne national par l'UNASAM, le colonel Assimi Goïta remet fièrement l'emblème national au capitaine des Aigles, tout un symbole.
Occasion pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, de mesurer la portée de l'événement. Il salue le chef de l'État pour son leadership qui a permis à l'équipe d'être dans les meilleures conditions pour aborder la CAN. Ce jour spécial, c'est que nous sommes aujourd'hui face aux premiers supporters qui est vous, pour d'abord vous remercier. Remercier parce que nous avons vu tous les efforts que vous avez instruits de faire pour mettre aujourd'hui les joueurs dans les meilleures conditions. Déjà dans le cadre des infrastructures qui ont été rénovées et à un niveau où on les appelle, au niveau de l'hôtel des Aigles, l'hôtel des 5 étoiles. Je tiens officiellement, Président, à vous informer que toutes les primes ont été payées par virement bancaire. Le Président est allé beaucoup plus loin. Il a demandé à ce qu'on s'assure à ce que, à chaque fois que vous faites un échelon, que vos primes soient mises à disposition. Et grâce à ces instructions, le ministre de l'Économie et des Finances, qui est également ici dans la salle, a pris toutes les dispositions. Merci. Merci. S'adressant aux Aigles, le ministre Fomba les invite à faire honneur au pays. Chers jeunes frères, aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous sommes en face du président, de son Excellence le président de la transition, qui va certainement vous remettre le drapeau. Mais vous allez plus que jouer un match aujourd'hui, plus que jouer des matchs. Vous allez représenter tout un pays. Parce que porter le drapeau, c'est porter toute une nation derrière. Vous ne jouez pas que pour vous. Vous jouez pour tout un pays, toute une nation. Aujourd'hui, tout le monde est derrière vous et nous croyons en vous. Son Excellence, Monsieur le Président, tout d'abord, nous voulons vous remercier. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce que vous faites pour la jeunesse malienne, pour le sport malien. Aujourd'hui, mes coéquipiers et moi, nous sommes là très fiers et honorés d'être devant vous, d'aller présenter notre pays, d'aller soulever les couleurs de notre pays, rendre fiers les Maliens. C'est ce qui nous apporte aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous vous rendrons fiers. Premier supporter de l'équipe nationale à la CAN, le président de la transition, chef de l'État, n'a pas manqué de rappeler aux joueurs la mission qui leur attend en Côte d'Ivoire. La remise solennelle du drapeau national vous engage désormais, en tant que combattant du ballon rond, à défendre avec honneur, loyauté et dignité les couleurs de la patrie. Je ne voudrais pas vous mettre beaucoup de pression, car je vous sais conscient du défi à relever, celui de ramener la coupe au Mali. Ce défi n'est pas au-dessus de vos capacités professionnelles, ce défi n'est pas au-dessus de vos talents, car impossible n'est pas malien. Il s'agira pour vous d'affronter chaque match avec un état d'esprit de guerrier, en vous disant que vous êtes les plus forts, les meilleurs des meilleurs, et rien ne peut vous arrêter dans votre volonté d'apporter la coupe au Mali. En tant que premier supporter des Aigles, vous avez tout mon soutien et celui du peuple malien. Et je voudrais terminer en vous disant ceci. Si vous voulez avoir quelque chose, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Merci. Lors de la cérémonie, le maillot officiel des Aigles à la CAN a été remis au président de la transition par le ministre en charge des sports. Tour à tour, les 27 Aigles, leur staff et les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football ont salué le chef de l'État avant d'immortaliser la cérémonie par une photo de famille pleine de signification, symbole d'un pays résolument engagé désormais vers l'atteinte de ses différentes missions. Bonne chance aux Aigles du Mali. Le groupe F de la CAN 2023, composé de la RDC, du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie, sera l'un des plus existants du tournoi en Côte d'Ivoire. Cela promet de beaux duels, mais aussi des surprises intéressantes. Famourou Djourté nous présente les équipes du groupe F de la CAN 2023.
Les matchs du groupe F de la CAN 2023 se dérouleront à San Pedro, à l'exception du match entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo, troisième journée qui aura lieu à Korogo. Les Taifa Stars de la Tanzanie sont l'une des équipes montantes du football africain. Après avoir pris part aux phases finales de 1980 et 2019 de la CAN, la Tanzanie fait sa troisième apparition dans le tournoi. Malgré qu'il n'y ait jamais dépassé l'étape des phases de groupe, les Taifa Stars ont été une épine dans les bottes des grandes nations. Accrochés 1-1 lors de l'édition de 1980 au Nigeria, la Côte d'Ivoire en sait quelque chose. Les Tipolopolo de la Zambie sont l'une des équipes à craindre dans ce tournoi en Côte d'Ivoire. Ils ont remporté le tournoi à la surprise générale en 2012, un moment de gloire dédié aux héros tragiquement disparus du terrible accident d'avion en 1993. Les Zambiens seront à leur 15e participation à la CAN. La Zambie cherchera à créer une nouvelle sensation pour leur retour dans la compétition après 3 éditions d'absence. Grande nation du football africain, le Maroc l'est moins à la CAN. En 18 participations, son nombre d'étoiles reste coincé à une véritable anomalie que le royaume chérifien entend réparer. La première participation du Maroc à une CAN date de 1972 au Cameroun. 4 ans après, il était champion d'Afrique en Éthiopie. Champion d'Afrique en titre, le Maroc va sortir au premier tour en 1978 au Ghana. Meilleure nation africaine à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et actuellement premier pays en Afrique dans le classement FIFA, 13e, le Maroc sera très attendu en Côte d'Ivoire, sauf que la CAN réussit moins aux pays maghrébins hors de leur zone géographique. D'ailleurs, seuls le Maroc et l'Égypte sont parvenus à le faire. La République démocratique du Congo est de retour dans le tournoi après avoir raté l'édition précédente. Les Léopards feront leur 20e apparition dans l'histoire de la CAN en Côte d'Ivoire. Championne en 1968 et 1974, la RDC reste toujours une équipe surprenante. Lors de leur dernier tournoi en 2019, les Léopards ont échoué en 8e de finale contre une remarquable équipe de Madagascar. L'attaquant de Galatasaray Cédric Bakambu reste l'homme à abattre dans l'effectif dirigé par Sébastien Desabre. Visite des élèves du Prytanée militaire de Kati à la Cour constitutionnelle. Ces apprenants sont venus s'imprégner du fonctionnement et les missions régaliennes de la 5e institution de la République. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une démarche pédagogique. Boubacar Bablentouré. Animés par la soif d'apprendre, les élèves du Prytanée militaire de Kati, ils sont 60, venus non pour saisir la Cour, mais pour comprendre le fonctionnement de la 5e institution de la République du Mali. La visite s'inscrit dans le cadre de la sortie pédagogique du Prytanée militaire. Pérenniser l'excellence en son sein, en plus de bâtir une équipe de corps professoral et d'encadrement militaire de qualité, l'école diversifie ses méthodes d'apprentissage. Les sorties pédagogiques s'inscrivent dans cette diversification pour améliorer, par la pratique, la compréhension des cours théoriques dispensés afin de contribuer à les cimenter dans la mémoire des élèves. Elle vise également à mettre nos élèves en contact avec les cadres modèles du pays pour les motiver et les inciter à plus d'ardeur au travail. Occasion pour le doyen représentant le président de l'institution d'échanger avec ses hôtes du jour sur les missions de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Congrès avant leur mise en application, la régularité de l'élection du président de la République et des opérations de référendum. Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs. La régularité de l'élection des députés et de l'élection ou la désignation des sénateurs en cas de contestation. Les conflits d'attribution entre les institutions de la République. Elle reçoit le serment du président de la République. Elle constate l'empêchement absolu ou définitif du président de la République en cas de vacances. Cette visite à la Cour constitutionnelle nous a beaucoup servi, car en tant qu'élèves du Prytanée militaire de Kati, futurs cadres et futurs leaders, nous nous devons de connaître notre patrie ainsi que son fonctionnement. Manifestement complet, le doyen a mis à profit la visite pour inviter ses futurs cadres à placer le Mali au-dessus de tout et de s'inspirer des modèles qui ont participé pour le rayonnement de la patrie.
Le niveau d'exécution des travaux du chantier de la tour de l'ORTM est satisfaisant. C'est le constat fait par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'administration et le secrétaire général de l'UNTM. Les deux personnalités étaient ce matin sur le site pour faire le point des travaux et galvaniser les employés et les partenaires. Batraoré. Le chantier de la tour de l'ORTM fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des responsables du département en charge de la communication. Le ministre Alhamdou Ag Ilien et le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental sont à leur deuxième visite sur le site. N'empêche, ils veulent avoir une idée nette de l'état d'avancement des travaux en ce début d'année 2024. Des travaux à l'étape de finition depuis quelques temps où le carrelage du bâtiment principal et l'aménagement de la cour sont actuellement au milieu des activités. Il y a eu de grands efforts. Je tiens donc à remercier le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je sais qu'il a beaucoup fait pour que ce chantier avance. Je tiens à remercier aussi tous les membres du gouvernement, particulièrement le ministre des Finances, en lui demandant d'accélérer un peu les décomptes. Je constate depuis 6 mois qu'il y a vraiment eu beaucoup d'efforts. Donc c'est une bonne impression que j'ai, en espérant que les défis que nous avons, parce qu'il y en a aussi, qui sont ceux des décomptes, puissent être vraiment réglés. Parce que nous en sommes pratiquement au tiers du financement acquis. Et le reste qui est acquis sur papier mais qui n'est pas encore là est dû à la tension de trésorerie que vous connaissez. Mais je m'engage avec mes collègues du gouvernement à essayer d'avancer sur ce terrain aussi. En sa qualité de premier responsable des travailleurs du Mali, Yacouba Katile dit s'être beaucoup investi auprès des autorités de la transition pour une accélération des travaux de construction de la tour de l'ORTM. Nous pensons que l'essentiel, on peut dire, a été fait. Mais il en reste encore. Et le problème fondamental qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de décompte. À la date d'aujourd'hui, nous avons vu l'essentiel des matériels sont pratiquement sur place. Mais il faut profiter de cette occasion pour pouvoir encore faire des décaissements afin que les restes du travail puissent vraiment suivre, parce que les souhaits, c'est que d'ici la fin de l'année, sinon d'ici la moitié de l'année, nous voulons que tout soit terminé. Les deux visiteurs du jour ont salué les efforts déjà consentis par les autorités et les partenaires avant d'exprimer le souhait que l'année 2024 soit une année décisive pour ce chantier qui est longtemps attendu. Certains membres du gouvernement, avec à la tête le colonel Sadio Kamara, ont visité ce matin le chantier de l'hôpital militaire de Banankorani. Au dire de l'entreprise chargée du chantier, les travaux sont exécutés à 80%. Youssouf Diakité. Exécutés à 80%, les membres du gouvernement étaient ce matin sur les chantiers de l'hôpital militaire à Banankoro-Senou. C'est avec satisfaction que les membres du gouvernement ont constaté l'état d'avancement des travaux. L'entreprise d'exécution se promet rassure malgré le contexte difficile. Des visites de ce genre, nous sommes toujours contents et fiers, et c'est une nécessité. Ça nous permet de voir les lacunes qu'il y a au niveau des travaux. Vous voyez ces galeries-là, qui n'étaient pas prévues, qui va les faire dans le cadre de l'amélioration de l'hôpital. Tout ce qu'il y a comme achat extérieur sont déjà à 75%. Tous les matériaux, les carreaux, tout. L'hôpital militaire, faut-il le rappeler, bâti sur une superficie de 15 hectares, offrira une capacité initiale de 279 lits avec les autres commodités, respectant les standards internationaux en matière de santé, permettant d'accueillir et de mieux traiter les occupants. Nous avons vu un chantier encourageant. Il y a des retards et quelques difficultés, mais rien d'insurmontable. Nous sommes donc très optimistes. Le chantier que nous avons visité va au-delà des bâtiments de l'hôpital proprement dit. C'est plus que les biens, ça va au-delà seulement de l'armée. C'est une infrastructure qui est bénéfique pour toute la population malienne. Au-delà des blocs, nous avons aussi examiné tous les problèmes, y compris
les voies d'accès, la viabilisation de l'emprise. Donc nous pouvons dire que tout est pris en compte. Nous sommes rassurés. Pour mémoire, les autorités de la transition ont posé la première pierre de l'hôpital militaire le 20 janvier 2021. Tout y est prévu. Le bâtiment sera doté de déforage d'une station d'épuration de traitement des eaux usées. Il est extensible à 5 étages selon l'architecte. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a procédé ce matin à la remise d'infrastructures réhabilitées, de véhicules et de prix aux meilleurs établissements pénitentiaires. L'activité s'inscrit dans le cadre de la semaine de la justice. Noam Sissoko. Une cérémonie pour 3 remises au bénéfice du secteur de la justice. Il s'agit de la remise symbolique par le PAGIM 2 d'un bus de transport de détenus, la remise d'infrastructures réhabilitées et de prix aux 3 meilleurs établissements pénitentiaires dans le cadre du PROSMED, programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit. Le premier prix est revenu à la maison d'arrêt de Bougouni, le deuxième prix à celle de Koutiala et le troisième prix à Kadiolo. Ces activités vont en droite ligne de la semaine de la justice. En 2023, le programme a appuyé la transformation de justice de paix à compétences étendues de Koro, Massina, Yelimane et Nara en tribunaux d'instance et à réhabiliter et sécuriser les juridictions de Diema et Koutiala. Il a aussi contribué à la réhabilitation et à l'équipement de l'inspection des services judiciaires, de la Direction nationale de l'administration et de la justice, et aussi de la cellule de planification des statistiques, en les dotant notamment de sources d'énergie renouvelables pérennes avec les panneaux solaires, pour un investissement de l'ordre de 500 millions de francs CFA. Notre soutien au développement, l'ambassade a apporté une assistance financière de 43 millions d'euros, soit environ 28 milliards de CFA au titre de l'année 2023. Les Pays-Bas restent engagés à accompagner le Mali dans ses efforts de paix et de développement. Cette rencontre est l'occasion de magnifier l'excellence des relations entre le secteur de la justice et ses partenaires. Le département reste entièrement disponible à continuer cette coopération et à la renforcer. Je voudrais vous donner l'assurance que les plus hautes autorités suivent les actions que vous menez au quotidien et vous encouragent à continuer dans cette dynamique. Le ministre a salué l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas dans le cadre de son projet Mandela, qui a permis de rénover plus de 30 établissements pénitentiaires sur les 60, en les dotant également d'outils pour une meilleure gestion. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille était ce matin à Lassa, en commune 4 du district de Bamako, pour voir les installations de l'atelier de taillerie des femmes minières du Mali. Pour la visiteuse du jour, l'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre son département et les associations de femmes. Sorana Kamisoro. La création de cet atelier de taillerie des femmes minières de Lassa, selon le premier responsable du département de la femme, est une réponse à la problématique de l'autonomisation de la femme malienne. Cela à travers l'accroissement de la production et de la productivité industrielle. À travers cette visite, le ministre Coulibaly Mariam Maïga a voulu s'imprégner du fonctionnement de l'atelier en passant par la salle d'exposition des bijoux. Avoir l'idée de se constituer en groupement afin de mettre en place une unité qui, nous espérons dans les temps à venir, va devenir une usine, est une première. Donc, au nom des plus hautes autorités du pays, notamment le colonel Assimi Goïta, nous voulons dire que ils sont en train d'exécuter la vision du président de la transition. Malgré la performance réalisée en matière de confection de bijoux à base de pierres taillées, le centre se trouve confronté à des difficultés majeures. Nos femmes extraient les pierres manuellement, à la main. Donc nous n'avons pas de machine d'extraction. Pour l'acheminement des pierres, nous n'avons pas de véhicule pour pouvoir acheminer nos pierres. Au niveau de Lassa, ici, nous avons besoin d'une formation dans le domaine commercial, un minimum, pour nos femmes. C'est grâce à ONU-Femmes quand même que nous avons eu la taillerie, les machines. Créée en 2002,
L'Association des femmes minières du Mali compte aujourd'hui plus de 5000 adhérentes à travers le pays. Pour permettre aux agents de santé d'être plus efficaces, le ministère en charge de la Santé vient d'initier une formation de 3 jours de 9 responsables des structures sanitaires, doter les établissements sanitaires des acteurs décents est le but de cette formation. Maïmouna Guindo. Ils sont médecins, nouvellement nommés à la tête des hôpitaux et structures de santé. Ils sont venus se perfectionner en éthique et déontologie. Il s'agit d'opérer de vraies réformes sanitaires au profit des populations. C'est une activité de socialisation des nouveaux directeurs qui viennent d'être nommés dans les différents services du ministère de la Santé. Et la socialisation, c'est un processus par lequel le nouvel arrivant ou éventuellement tout agent dans un service ou dans une organisation apprend les valeurs qui orientent les activités de ces services-là. Cette session de 3 jours va rehausser l'image de notre système de santé. C'est une des préoccupations du département de tutelle qui place l'intérêt général au cœur de toute action publique. Le souci majeur des plus hautes autorités de notre pays, notamment son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, est d'assurer le mieux-être de toute la population malienne. Ce souci doit être le fil conducteur de toutes nos actions. Je voudrais rappeler que la vertu, le professionnalisme, l'efficacité et l'efficience devront désormais être des principes et des objectifs clés de la gouvernance de nos établissements de santé. Ces 3 jours vont nous permettre de nous rappeler de certaines notions d'éthique et de déontologie médicale, mais surtout d'apprendre qu'est-ce que c'est que l'administration malienne et plus spécifiquement l'administration en milieu de santé. À l'issue de cette session, les nouveaux directeurs seront constamment à l'écoute, disponibles et particulièrement consciencieux lors des examens cliniques. Le département compte sur ces médecins qui ont promis d'apporter soin aux populations sans discrimination. La direction de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM a tenu ce jeudi la 21e session ordinaire de son conseil d'administration. Pour l'année 2023, l'ANAM a assuré la prise en charge gratuite de plus de 31 700 personnes. Au cours de cette session, les administrateurs se focalisent sur comment améliorer la prestation de l'ANAM sur toute l'étendue du territoire national. On fait le point avec Koumba Sissé. Sur l'initiative du gouvernement du Mali, la direction de l'Agence nationale d'assistance médicale à travers le RAMED, régime d'assistance médicale, n'a d'autre mission que d'assurer gratuitement la couverture sanitaire des personnes démunies. Cette 21e session ordinaire qui vient de se tenir est l'occasion pour les administrateurs de l'ANAM d'examiner les acquis et les faiblesses. Courant l'année 2023, l'ANAM a enregistré l'adhésion d'environ 215 922 personnes, sur lesquelles plus de 31 700 ont bénéficié de la prise en charge gratuite. La prise en charge médicale complète de Mme Maïmouna Sanogo, amputée de ses 2 bras du fait des violences conjugales, est l'une des illustrations parfaites de la mission de l'ANAM. J'ai eu le privilège de présider, Madame le ministre a eu le privilège de procéder à la remise officielle de son récépissé d'immatriculation au RAMED au Premier ministre lors d'une cérémonie organisée pour la circonstance. Nous prenons les démunis en charge, nous prenons aussi toute la population carcérale, c'est-à-dire les détenus. Nous prenons aussi tous ceux qui sont au niveau des centres comme la pouponnière et autres. Nous les prenons également en charge. En plus de ça, l'ANAM a eu dans ses missions la prise en charge des blessés de guerre. Nouvelle année, nouveaux défis pour l'ANAM. Parmi ces défis à relever, le recouvrement de la cotisation des collectivités. Aujourd'hui, la difficulté majeure de l'ANAM réside dans le recouvrement des contributions des collectivités dans le dispositif. Pour l'exécution de ces tâches en 2024, le budget de l'ANAM est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de plus de 2,9 milliards de francs CFA.
50e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national de dentostomatologie. Les échanges ont porté sur le rapport d'activité de 2023 et les perspectives pour 2024. Inaba. Cette 50e session du conseil d'administration du CHU, Centre national d'odontostomatologie, a l'allure d'un plaidoyer. Cette structure spécialisée dans le traitement bucco-dentaire est confrontée à des difficultés, notamment le manque de place. Notre structure a eu à ouvrir ses portes depuis 1986. Et à l'époque, on était une quarantaine de personnels. Et maintenant, nous nous retrouvons à peu près à 200, ce qui provoque une exiguïté des locaux. Et plus les malades aussi dont le nombre va grandissant. Donc, le local est très exigu. Malgré ce contexte difficile, le centre a pu relever des défis. Au cours de cette session, les administrateurs vont examiner et adopter le rapport d'activité et financier de 2023. Ils feront également des projections pour 2024. Nonobstant les contraintes, le CHU s'énonce à réaliser 90,7%, soit 104 937 actes réalisés sur 115 639 programmés. Quant aux ressources financières, à la date du 31 10e mois 2023, le montant initial chiffré à 2 416 685 000 francs CFA a été réduit de 118 532 624 000 francs CFA. Créé il y a 38 ans, le Centre national d'odontostomatologie est une structure de troisième référence qui prend en charge la santé bucco-dentaire et les accidentés de traumatisme au niveau de la tête et du cou. Les administrateurs de l'Office malien de l'habitat étaient réunis à la faveur de la 47e session ordinaire de leur conseil d'administration. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'adoption du procès verbal de la 46e session. Aliou Abdoulaye Touré. L'Office malien de l'habitat s'était doté d'un budget prévisionnel annuel de plus de 27 milliards de francs CFA pour mener ses activités en 2023. Selon l'analyse des données au 30 septembre, il ressort que l'exécution du budget est estimée à plus de 17 milliards de francs CFA au titre des recettes et plus de 10 milliards de francs CFA au titre des dépenses. Ces résultats, largement en deçà des attentes, s'expliquent essentiellement par l'accumulation des impayés, la non-mobilisation de la subvention de l'État pour soutenir l'Office malien de l'habitat, le retard accusé par les banques dans la mobilisation des apports et cautions de plus de 3 000 logements sociaux et les difficultés de mobilisation des mensualités de plus de 1993 logements sociaux attribués en 2023. C'est ce constat amer qui ressort de cette 47e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat. Cependant, pour l'année 2024, les administrateurs s'engagent à relever certains défis. Pour l'exercice 2024, le projet de budget est équilibré en recettes et en dépenses à 33 913 84 255 francs, dont 20 649 752 982 consacrés au financement de l'habitat, correspondant à 60,89% du budget, et est marqué essentiellement par la mise en œuvre du plan de restructuration des dettes de l'OMH, dont l'incidence financière pour l'État est évaluée à un montant de 228,5 milliards de francs CFA sur 15 ans. Du début du recouvrement des loyers de 1200 logements en cession directe, la poursuite de la cession directe des logements réceptionnés conformément au plan de restructuration des dettes de l'OMH. En termes de perspective, l'Office malien de l'habitat, selon le président du conseil d'administration, envisage de poursuivre et de renforcer les efforts déjà engagés, à savoir la finalisation des travaux de construction et de viabilisation des sites pour les logements sociaux entamés à Bamako et dans certaines localités de l'intérieur, l'évaluation des programmes de logements sociaux, le financement des activités d'amélioration des conditions de vie dans les cités des logements sociaux, la finalisation de la remise en état en vue de leur attribution des logements sociaux réalisés dans les localités de Kolondjeba, Kadiolo, Yonfodila et Rosso. Le président du conseil d'administration a aussi invité la direction générale de l'Office malien de l'habitat à plus d'engagement pour l'atteinte des objectifs.
Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger au niveau du Mali a tenu ce jeudi sa 4e session du Comité national de pilotage, état de mise en œuvre des recommandations de la 3e réunion et examen du bilan des activités 2023 sont les points inscrits à l'ordre du jour. Les reportages de Abdul Karim Kaba avec la voix de Bokari Koulibaly. Contribuer à l'amélioration de la résilience des écosystèmes et des populations du bassin du fleuve Niger par la gestion durable des ressources naturelles, réduire considérablement le processus d'ensablement du fleuve Niger sont autant d'objectifs que s'est fixé le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Donc, cette 4e réunion du Comité national de pilotage est une occasion pour les administrateurs de faire un diagnostic pour dégager les voies et moyens pour atteindre les objectifs. Malgré les contingences du moment, je voudrais rassurer les membres du Comité national de pilotage du PIDAC que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre efficace et efficiente de ce programme afin de contribuer à la préservation des écosystèmes du bassin du Niger, à la réduction de la vulnérabilité des populations face aux effets néfastes du changement climatique. Ayant fait ses preuves au Mali, le projet va s'étendre aux autres pays de l'organisation. Au regard des résultats positifs obtenus par les pays bénéficiaires du programme de lutte contre l'ensablement dans les bassins du Niger, PLCE, l'autorité du bassin du Niger a initié avec l'appui financier de la BAD le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans les bassins du Niger, PIDAC, en vue de consolider les acquis du PLCE, mais aussi de les étendre aux 6 autres pays membres. Au sortir de cette session, il sera donc question de mettre en œuvre les recommandations et l'approbation des différents points. Les représentants des 5 régions bénéficiaires du projet inclusif et les acteurs chargés de sa mise en œuvre participent à la 6e session du comité de pilotage du dit projet. Il s'agit de capitaliser les résultats et faire des propositions pour améliorer et pérenniser les acquis. Fademba Keita. La dernière session du comité national de pilotage en cours est consacrée à l'examen et l'adoption du plan de travail et de budget pour l'année 2024. Pour le directeur du projet inclusif, une analyse des résultats acquis, mais aussi des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution de la composante Mali du programme est primordiale. Nous avons aujourd'hui travaillé à inclure, donc à faciliter l'accès à plus de 300 000 femmes jeunes en milieu rural. Donc c'est des femmes jeunes qui n'avaient pas l'opportunité d'accéder à un service financier, à un prêt, à une épargne. Donc ils ont eu, grâce au projet, grâce à l'accompagnement, grâce au renforcement des capacités sur l'éducation financière, sur la bonne gestion, sur les questions, les notions de résilience, climat, ces femmes et ces jeunes sont aujourd'hui dans les circuits économiques et ont accès aux services financiers dans ces zones d'intervention. Les partenaires, à savoir le FIDA, les coopérations danoises et canadiennes, se réjouissent de l'exécution correcte des 6 composantes annuelles qui donnent l'opportunité aux filières agricoles d'avoir accès au financement. Les défis sont en lien avec la stabilisation des partenariats productifs qui sont mis en place. Et à travers cela, il y a des dispositifs innovants qui ont été mis en place qu'il va falloir accompagner sur cette dernière année pour que ces différents dispositifs soient vraiment beaucoup plus stables. Les 2 départements concernés par le projet inclusif, le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Agriculture, félicitent les acteurs chargés de la mise en œuvre du dit projet. La rencontre d'aujourd'hui est aussi un espace d'analyse qui devrait permettre au gouvernement et à ses partenaires dans la mise en œuvre du projet inclusif de tracer les lignes directrices qui orienteront les activités de consolidation des acquis de cette première phase. Le projet inclusif, qui est entré en vigueur le 9 novembre 2018 pour une durée de 6 ans, arrive à terme fin 2024. Clôture de l'atelier d'harmonisation du système d'information sur les marchés à bétail. Il s'agissait à travers cette rencontre de passer en revue les résultats de l'étude d'appui au système d'information sur les marchés à bétail, une initiative du SILS à travers les projets PRAPS et PDEPS. Elle bénéficie du financement de la Banque islamique de développement. Bokari Koulibaly.
Comment harmoniser les outils et démarches du système d'information sur les marchés à bétail pour sa pérennisation? C'est autour de cette problématique que les acteurs du secteur de l'élevage et de l'agropastoralisme sont réunis. Durant 2 jours, ils ont échangé et formulé des recommandations en vue de donner une réponse à cette question. Adopter un SIMB unique, élaborer une stratégie nationale d'harmonisation et de financement durable du SIMB, harmoniser les outils de collecte et de traitement du SIMB, proposer un mode de diffusion des données traitées, inscrire le financement du SIMB dans le budget ordinaire de l'État. Cet atelier est une initiative du SILS à travers ses projets de promotion de l'élevage pastoral PREDIP et PEDEPS. Il sera, selon les organisateurs, d'un apport capital pour le développement du pastoralisme. Le fait d'avoir les informations régulières permettrait d'abord d'avoir les bons indicateurs en termes de contribution économique, mais aussi d'aider les acteurs du marché, notamment les commerçants à bétail et les éleveurs, d'avoir les informations sur l'évolution des prix. Parmi les résultats auxquels vous êtes parvenus, je note les éléments en vue de l'harmonisation du SIMS-B, notamment les outils et les démarches. Le mécanisme de financement durable du SIMB, vous avez décliné une feuille de route pour la poursuite de l'harmonisation des SIMB. Cette session de réflexion et de partage d'idées a également vu la participation du PEDEPS Burkina Faso, une façon de relever ensemble les défis et harmoniser les systèmes d'information sur le marché à bétail au Sahel. Les programmes de mentorat et d'accompagnement des auteurs de théâtre initiés par l'association Notre Culture touche à sa fin. Une cérémonie est ainsi organisée en vue de partager l'état d'exécution du dit programme. La rencontre a regroupé l'ensemble des bénéficiaires, les partenaires financiers et plusieurs acteurs culturels. Mariam Koulibaly. C'est sur de bonnes notes que l'association Notre Culture clôture la 2e édition du programme de mentorat et d'accompagnement des auteurs de théâtre. Le programme déroulé autour du projet Pliement de scène a touché une dizaine de participants. Souvent, les jeunes ont du mal à trouver des conseils auprès d'autres personnes qui sont déjà confirmées et experts dans ce domaine, qui est surtout la drame, qui n'est pas un domaine très facile, qui est l'écriture dramatique. Et donc, on voulait quand même créer cet espace pour mettre les jeunes en contact avec des auteurs confirmés pour qu'ils puissent les guider dans leur processus de création. Le programme basé sur des lectures et des conseils sur des textes en ligne a regroupé des auteurs de divers horizons. Le thème retenu est l'Afrique fantasme. Les artistes africains, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de guide, ils n'ont pas besoin de formation. On pense que l'art se pratique spontanément. Avec la musique, on a le rythme dans le sang, on danse, on écrit aussi au même rythme. Mais non, il y a des moments où il faut faire intervenir la technique. J'ai été une des lauréates de ce concours et j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que je voudrais continuer à travailler dans l'écriture dramaturgique. Les textes sélectionnés au cours de ce programme ont pour la plupart été édités et ou joués sur des grandes scènes avec à la clé le prix Massamagan Diabaté de la rentrée littéraire du Mali, remporté par le 2e meilleur texte. Page noire de cette édition, le monde de la culture et de la communication en deuil. Seydou Touré, dit Dougoutgui, décédé hier, a été conduit ce matin en sa dernière demeure. La nation entière se souvient de cette figure emblématique de l'art et de la culture. Alpha Maïga. Au cimetière de Bakou-Djikoroni, en commune 5 du district de Bamako, ce sont plusieurs femmes et hommes qui repose pour l'éternité ici. À ceci s'ajoute Seydou Touré, affectueusement appelé Dougoutgui. Cela après la prière mortuaire. Seydou, c'est un beau frère. Quand même, il nous a acquis dans sa famille, comme son propre frère. Nous, on a fait des écoles sur lui.
Voilà, il nous a accueillis très bien. La perte est très grande. Seydou Touré, un vétéran de la comédie au Mali, laisse ainsi son empreinte indélébile sur la scène artistique du Mali, emportant avec lui son talent singulier qui a su captiver des générations entières sur le petit écran, au grand bonheur de la richesse culturelle. C'est de l'amertume pour moi, vraiment. Dougou Tigui a été tout pour moi. D'accord, je suis sortie avant lui de l'INA, mais on était amis quand on était à l'INA. On prenait du thé chez moi, on faisait tout ensemble et je partais chez lui. Il était en location à Medina Koura, je prenais du thé chez lui. Bon, après on s'est retrouvés au côté bas. Au côté bas national, bon, c'était la même chose. Je me confiais à lui comme il se confiait à moi. Parce que c'est Seydou qui m'a permis, moi, d'avoir un chez moi. Ça, je lui rends grâce. Seydou Touré, communément appelé Dougou Tigui, c'était un artiste qui a développé sur les médias, particulièrement sur l'ORTM, les sketchs de sensibilisation, des micro-programmes propres au théâtre qui touchaient à tous les pans de la vie et du développement du pays. Il formait ainsi, avec son quatuor, Hamadi, Zanké et l'Accident. Un groupe de communication particulier. Aujourd'hui, il ne reste que Hamadi. Seydou était un monument et nous avons perdu un esprit éclairé. Que la terre soit légère. Oui, avec votre frère ennemi et il est là pour vous consoler. Écoutez, non, laissons ça. Aujourd'hui, c'est le souhait que la paix soit sur lui. Ouais, merci. Mais les autres ne sont plus aussi. Vous êtes le seul qui... Je ne suis pas le seul, il y en a qui sont là. Il y en a qui sont là, qui sont encore dans l'ombre. Faites en sorte qu'ils sortent de l'ombre. Faites-les sortir de l'ombre. Il y en a. Seydou a participé à la réalisation de nombreux films, longs métrages et documentaires. Il était agent de l'ORTM spécialisé dans la lecture des avis et communiqués en langue nationale bamana. Quand il faisait des avis et communiqués, moi je ne le gérais pas en ce moment-là. Je ne le gérais pas en ce moment. Parce que les avis dépendaient, parce que ça dépend encore des programmes. Et moi j'étais à la radio culturelle. Vous voyez, on se rencontrait souvent pendant ces heures de repos, ou avant qu'il rentre en studio là. Et on se rencontrait en haut là pour causer. On échangeait beaucoup. Est-ce que vous voyez? Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apprécié. C'est quelqu'un que moi j'ai beaucoup apprécié aussi. Très sympathique. Très sympathique. Hein. Une perte pour l'ORTM malgré qu'il a la... Oui, une grande perte pour l'ORTM. Nombreux sont les parents, amis et connaissances venus pour témoigner toute leur reconnaissance aux natifs de la cité des 4444 Balanzans, précisément de la contrée de Sinzanagar. Et cela après 67 hivernages. Dorampère Seydou Touré dit Dougou Tigui. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.